Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver, un nouveau débriefing F1, mais oui, on ne perd pas les bonnes habitudes. Sitôt un Grand Prix achevé, on se retrouve avec Jean-Luc Roy, et cette fois-ci pas à distance, regarde, il est là, je le touche. Oui, n'en profite pas. Bonjour à tous, salut Jean-Luc, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre le débriefing F1, nous le constatons avec les chiffres des visionnages, donc merci, et on pense que vous aimez aussi ce rendez-vous, donc on va continuer dans la bonne humeur, mais la franchise. Absolument. C'est ça la règle. Pas de langue de bois. Voilà. Jamais. Bon. Écoute, là pour démarrer dans le vif du sujet en ce qui concerne ce Grand Prix de Grande-Bretagne, ça a été main basse sur le Grand Prix par un Lewis Hamilton, souverain chez lui. Là, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, je crois, au niveau de la concurrence. Il était devant tout le monde. Donc je ne dirai rien. Bon, voilà, c'est ça, merci, au revoir. Non, mais écoute, on l'avait anticipé un petit peu. C'est-à-dire que là, on va peut-être revenir sur le contexte un peu général, effectivement, de son absence remarquée auparavant. On va dire que là, Lewis, quand il est dans des dispositions comme celle-là, quand il est chez lui, on rappelle déjà, il avait égalé le nombre de pole positions établi par Jim Clark dans les années 60 au Grand Prix d'Angleterre, donc 5e pole. Là, c'est pareil, il a fait 5e victoire, la 4e de rang. C'est exceptionnel. Il a pris un départ qui était correct. Après, il a géré sa course formidablement. La machine a marché. D'ailleurs, on a eu la confirmation avec Bottas. La Mercedes était absolument au niveau. Pas de problème de pneumatique très marquant pour eux. Écoute, c'est une superbe victoire, il avait de quoi être heureux, et ça le ramène au championnat du monde à un tout petit point de Vettel, en carton plein. Voilà. Et puis, carton plein, je crois que c'est l'un de ses seuls 5 Grands Prix où il a tout fait. La pole, le meilleur tour en course, il a dominé tous les tours. Il n'a jamais perdu le commandement du Grand Prix. Le Grand Chelem, comme on dit, donc là, une véritable démonstration. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Dans ces moments-là, il est intouchable. Non, là, bravo à Hamilton. Alors, c'est vrai, les petites remarques qu'on voulait faire. Il y a eu cette opération, donc, de démonstration dans Londres, le mercredi soir. Bon, déjà, c'est vrai que c'est assez bluffant. Dans une grande ville comme ça, organiser une démonstration F1, on sait que c'est pas partout que ça arrive. Un appel à Madame Hidalgo, on rêve d'avoir ça dans Paris, avec des vraies monoplaces de course, si tu vois ce que je veux dire, qui font du bruit, pas encore assez, mais qui arrachent le bitume, et ça, oui, là d'accord. Alors là, on plonge, donc c'était génial. Mais ça va se faire l'année prochaine, le Grand Prix de France revient au calendrier. Bien sûr, tout le monde va y penser. Bien sûr, on va y penser. Je suis persuadé qu'on va avoir des barrages comme d'habitude en France, mais espérons. On va pas faire un procès d'intention. Allez, on vous met au défi, municipalité parisienne, de faire une démonstration de la Formule 1 pour le retour avec 2 pilotes français, un constructeur Renault, etc. Allons-y, allez, chiche. Les Anglais l'ont fait, nous aussi on peut le faire. On doit être capable de le faire. Bon, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est vrai que ils étaient tous là, toutes les équipes et tous les pilotes, sauf Lewis Hamilton. Alors c'est vrai que quand Monsieur Wolff, vous nous dites, c'est une insulte de dire que vous critiquez Lewis Hamilton parce qu'il n'était pas là. Attendez, je commente, tu observes. Si tous les pilotes sont là, sauf le principal, en plus, on a envie de dire, c'est pas complètement normal. Non, ça, je suis désolé. Non, puis je sais que, on va pas insulter Ron Dennis, surtout, à une époque, il avait dit, irrité par la presse qui critiquait son comportement, nous agissons et vous commentez. Oui, mais là, je suis désolé, Monsieur Wolff, mais sans nous, et il est trop grand communicant pour le savoir, sans nous, il n'y a pas de Formule 1. Voilà, on va le dire clairement, parce que si on en parle dans le monde entier, c'est parce que, alors, ok, que Lewis Hamilton soit un personnage atypique, on s'en félicite, il est très bien, il est dans son monde, il est dans son actualité, il vit autrement. Qu'il soit parti maintenant à Mykonos avec un mannequin, ça le regarde aussi, il fait ce qu'il veut dans la vie. Mais effectivement, il a des responsabilités, il est triple champion du monde, peut-être bientôt quadruple champion du monde, il est le porte-drapeau du sport automobile britannique. Dans ces cas-là, il écourte un peu son sujet, ou alors, comme il a un jet, il y va, ça lui prend 2 heures de vol, il revient et puis il n'y a pas de problème. Non, on peut déplorer l'absence de Lewis Hamilton. Voilà, c'est pas faire insulte à un triple champion du monde. Évidemment, ils ont beau jeu déjà de dire qu'il avait voulu se préparer sans doute pour Silverstone et se concentrer, et les faits lui ont donné raison. Mais il avait peut-être pas besoin de ça non plus pour gagner. Et si tu me permets, LB, j'en rajoute une petite louche, c'est extrêmement mesquin après coup de redire à Hamilton, vous voyez que j'étais bien préparé, et Toto Wolff qui en rajoute aussi une louche en disant, vous voyez qu'il s'était bien préparé, il a tout gagné. Ça c'est nul. Là, j'y vais carrément. Qu'on essaie de justifier l'attitude, mais après tout, en ayant gagné, en disant, vous voyez, il avait raison, c'est grotesque. Voilà, c'est la seule vraie critique qu'on voulait faire ce week-end. Tiens, Hamilton a été aussi impliqué dans une polémique avec Romain Grosjean le samedi à l'issue des qualifs. Qu'en penses-tu au passage ? Écoute, il faudrait revoir toutes les images. On les a vues subrepticement. Pour moi, oui, indubitablement, il a peut-être un petit peu gêné Romain dans son tour. Maintenant, faut pas exagérer non plus. Moi, je n'ai pas pensé une seule seconde que le collège des commissaires sportifs allait retirer son temps et sa pole qui était absolument magnifique à Lewis Hamilton pour cette raison-là. Après, c'est des chicayas entre pilotes. Je trouve ça un peu limite. Ok.
Ok. Allez, on en revient au déroulement de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, marqué, c'est vrai, par 2 derniers tours absolument inattendus. Pour Ferrari, hélas pour eux. Et donc ces pneus qui les lâchent. Raikkonen dans un premier temps, Vettel dans un deuxième temps. Et au final, une place sur le podium sauvée pour Raikkonen, mais une 7e place seulement pour Sébastien Vettel. Comment tu te souviens avoir vu ça toi aussi, personne ne l'a vu venir. Hein. Non, pas du tout. Les pilotes non plus. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ils sentaient qu'il y avait une dégradation naturellement. Et le pneu avant gauche, on le sait bien, est celui qui est le plus sollicité sur ce tracé, sur beaucoup d'ailleurs. Quand ça tourne à droite, c'est assez simple. C'est le pneumatique avant gauche. Alors c'est vrai que là, il y a des changements de direction à très haute vitesse. On sait que cette piste, elle est abrasive, elle est exigeante au niveau des pneumatiques. Bon, maintenant, si on reprend le cas de Raikkonen, il avait changé au 24e tour, donc ça a tenu 25 tours exactement avec ce train de pneumatiques soft. Bon, est-ce qu'il y avait un carrossage particulier? Pourtant, on sait que c'est limité maintenant par Pirelli. Tu n'as plus le droit d'avoir un carrossage ou un pincement. Vous savez ce que c'est, les réglages de train, ils sont même chaudement recommandés par Pirelli. Les pressions, bien évidemment, on en a beaucoup parlé. Quant à Vettel, il s'était arrêté au 18e tour. Alors lui, c'est un peu plus. Et ça a lâché au 50e. Mais à chaque fois, c'est avec les pneus jaunes, soft, qui sont censés être plus endurants. Le problème, c'est qu'on le voit bien aux essais. Quand il y a les long runs et les tests, les super soft, ils vont aussi loin que les soft, soyons très clairs. Donc là aussi, et en termes de performance, c'est pareil. J'ai regardé les temps, on est exactement dans les mêmes chronos. Donc là aussi, c'est peut-être un petit peu la qualité des gommes délivrées par Pirelli qui est en cause. Et là, Pirelli est ennuyé, pour rester poli, parce que quand on a les 2 Ferrari, dont le Grand Prix, la fin du Grand Prix dans les 3 derniers tours est pénalisée par l'explosion littéralement ou la délamination du pneu avant gauche, ça fait un peu désordre. Voilà. C'est exactement ce que Pirelli ne veut pas, c'est arrivé. Oui, et en plus avec Ferrari. Mais tu dirais que c'est matière à polémique ou juste une constatation? C'est un problème de fond. Alors un pneu, ça peut exploser, ça peut se dégrader. Alors pourquoi sur les 2 Ferrari précisément? Pourquoi à un tour d'intervalle alors que les pilotes affirment qu'ils n'avaient rien tapé, ils sont pas plus passés sur les vibreurs qu'avant ou après? Pourquoi eux? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise série? Je ne vais pas aller jusque-là. Je crois que c'est compliqué. Je pense que peut-être les réglages des Ferrari, l'appui aéro, la manière, parce que le pilotage de Raikkonen et celui de Vettel est différent. Non, il y a d'autres raisons. Pirelli enquête. Je ne sais pas si on aura le résultat de cette enquête, mais bon. Tout au long du week-end, Raikkonen a été devant Vettel. En tout cas, meilleure place en qualif. Absolument. En début de course, il tient bien. Et puis, il termine de fait devant lui. Est-ce que tu aurais tendance à dire que depuis qu'il a été convoqué, depuis qu'il a été grondé, depuis qu'il a été réprimandé, depuis qu'il a été pointé du doigt, Sébastien Vettel, peut-être, est dans une passe un peu moyenne? Que mon sourire et mon narquois te suffit? On le connaît, le Kimi, on l'adore encore une fois. Je sais que vous êtes très nombreux à l'aimer pour cette attitude de nain grognon qu'il avait encore sur le podium. Bon, on comprend pourquoi. J'adore dans la chambre avant le podium, il est là, assis, jambes croisées. Écoute, oui, il y a un peu de ça quand même. C'est un peu, on a l'impression qu'il s'en balance un petit peu, si tu permets, qu'il prend ça un petit peu par-dessus la jambe. Et puis, à un moment, quand on lui dit attention, tu vas perdre ton baquet, là, puis ça vient de très très haut, ça vient de Carlo Marchion, de Sergio Marchion, autant pour moi, directement. Donc là, il sent bien le vent du boulet. Comme finalement, il aime ça, quand même, pilote de Formule 1. On dit qu'on l'avait proposé 5 millions, une misère. Il avait dit non, maintenant on est remonté à 8, parce que finalement, on se rend compte que quand il veut, il sait, il peut rouler, et puis que son remplacement est pas si simple. Alors, bon, oui, moi j'ai tendance à dire quand on lui met la pression, c'est marrant, dans la deuxième moitié de la saison ou pendant la silly season, il se remet à rouler vraiment très très fort et devant Vettel, donc il pouvait le faire. Bon, alors tu réponds sur Raikkonen, mais je me permets de te dire que la question était sur Vettel par rapport au fait qu'on lui a donc dit que ce qu'il avait fait à Bakou, c'était pas bien. Est-ce que tu crois qu'il peut subir un petit faiblesse? Oui, c'est clair. Là déjà, il sait qu'en course, alors on a vu la passe d'armes qui était superbe avec Verstappen. Alors là, on s'en régale. Là, je suis désolé, moi ceux qui disent que le Grand Prix était ennuyeux, parce qu'il y en a toujours du début à la fin, non, ils se sont endormis au moment de la passe d'armes, c'est dommage, parce que là, ça a duré un moment quand même, ils se sont frictionnés, viril mais correct, et heureusement, il n'y a pas eu de sanction, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un prêté pour un rendu. Alors, est-ce que Vettel est un poil en dedans? Oui, peut-être, parce qu'il sait bien qu'il est sous les feux, il est observé par les commissaires, par ses pairs, par les autres pilotes, par tout le monde, il doit se tenir à carreau, entre guillemets, donc oui, c'est peut-être le petit brin de folie qu'il n'a plus, ça c'est vrai. Maintenant, la performance, là, on va pas réduire, notamment en qualif. Il l'a dit, il a moins bien roulé que Raikkonen. Et en course, pareil, parce qu'en course, quand il se fait dominer, il se fait prendre également par Bottas. Il n'y a rien à dire. Donc là, c'est à la régulière. Alors, il a peut-être le pneu qui se dégrade déjà, c'est sûr. On peut trouver plein de raisons. Non, Vettel, il était un ton en dessous sur ce Grand Prix, c'est clair. Voilà.
Mais après 10 Grands Prix, un seul point d'écart entre Vettel et Hamilton. Bon, nous, ça nous plaît, hein, forcément. Ça veut dire qu'il y a une situation pleine de suspense et que tout est ouvert. Écoute, c'est génial. 177 points, effectivement, pour Vettel. 176 pour Lewis Hamilton. 154 pour Bottas, dont on se demandait si c'était le troisième homme, mais oui, plus que jamais, c'est le troisième homme. Et puis on va peut-être parler de cette remontée. Donc, en 2 mots, oui, bah, on a un scénario formidable. Hein. On est à la moitié du championnat. 10 épreuves ont été courues, il en reste 10. Le break, c'est après le Grand Prix de Hongrie. Bah, on a un scénario formidable. Là, personne ne va se plaindre. Hein. Non, j'ai encore 4 questions à te poser qui concernent 4 tableaux d'honneur que j'ai envie de décerner à l'issue de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors, c'est Valtteri Bottas, le premier, effectivement, parce que lui aussi pénalisé, on part un peu loin. Et on remonte deuxième avec une très très belle remontée. Ah, il m'a plu la Bottas. Eh ben écoute, moi aussi. Il va pas, ça va pas être la star de demain. Hein. On a bien compris que quoi qu'il lui arrive. Mais moi j'aime ce côté frustré de ne pas avoir gagné, parce qu'il se dit oui, ok, j'ai fait une belle course. C'est ce qu'il dit après. On sent qu'il le pense vraiment. Il en fait pas trop lui. Hein. Mais il dit bah oui, mais moi seule la victoire est belle. On a compris que c'était un vrai prétendant à la victoire. L'hommage appuyé de Lewis Hamilton. Bravo à Valtteri. Il y a de la franchise, il y a de la vérité, parce que je rappelle que avant les problèmes des Ferrari, eh bien Bottas à la régulière était déjà lui remonté sur le podium. Tu peux jamais comparer les circuits, mais bon, quand Hamilton part 8e à Zellweg en Autriche, eh bien il termine 4e. Et quand Bottas part 9e, il est déjà 3e et il termine 2e. Donc bah, tirez-en les conclusions que vous voulez. Et il arrive à 14 secondes seulement d'Hamilton. Ça veut dire qu'il fait un Grand Prix extraordinaire. Donc là, il n'y a rien à dire. Il a un talent formidable. Il va en gagner d'autres. Hein. Et je peux te dire, dans pas longtemps, pour peu qu'Hamilton ait un peu de malchance, y compris mécanique, bah, ça va faire un prétendant au titre tout à fait honorable. Tout à fait. On est d'accord. Bon, alors le deuxième tableau d'honneur, ça pourrait être Verstappen, effectivement, tu en as parlé, super début de course, bon résultat, enfin, ça fait même plaisir. Surtout que ça compense la désillusion de la semaine dernière en Autriche. Et une des images de l'année, j'y repense là un petit parenthèse, mais c'est vrai que c'est hors de supporters néerlandais en Autriche. C'était extraordinaire, complètement inattendu. T'as vu le nombre, t'as vu la démonstration que ça a été? Oui, mais comme quoi, il suffit, enfin c'est peu de le dire, d'un pilote du talent de Verstappen, on va pas en refaire des tonnes, mais bon, on a déjà tout dit, tout le bien qu'on pensait de lui. Alors c'est vrai que là, il marque un peu le pas, parce que sur un circuit comme celui-là, on a bien compris que quand même, les Red Bull Renault, elles sont intrinsèquement inférieures, mais la passe d'armes, elle était magnifique avec Vettel, elle était vraiment superbe. Ça, c'est du pilotage de nos jours. Le départ, t'as vu, il fait l'extérieur, il arrive à aller chercher Vettel, on croit que Vettel a repris, mais non, il tient bien. C'est très très beau, vraiment, et puis après, hein, même... la bataille entre les deux, elle est vraiment formidable. Non, il a le talent qu'on lui connaît. Quand il a la machine qui lui permet, ben voilà. Alors, quand même, 1 seconde par tour, c'est l'addition. Hein. 52 tours, 52 secondes de retard. Exactement. Donc là, tu te dis, c'est pas son talent qui est en cause, c'est le potentiel de la machine. Espérons là aussi que dans la deuxième moitié de la saison, eh bien, l'avance de Mercedes sera un petit peu rognée encore pour qu'à la régulière, les Red Bull Renault soient dans le jeu. Parce qu'on a bien vu dès les essais, pendant les essais libres, c'était 2 par 2. Il y avait les 2 Mercedes, les 2 Ferrari, les 2 Red Bull. On est encore un petit ton en dessous. 10 en course, tu vois, c'est 8 dixièmes une seconde et c'est pas loin d'être le cas en qualif. Alors Ricciardo, je voulais aussi le mettre à l'honneur parce que certes la série de podium s'arrête là pour lui, mais il fait quand même une super remontée. Il a fait le spectacle. Écoute, quand on part 19e, effectivement, avec des pneumatiques super soft, qui était un choix audacieux, il a changé au 32e tour. Lui, il a quand même emmené pendant 32 tours avec le plein de carburant. Pas commettre d'erreur, parce qu'il y en a eu des Sprouts au milieu du paquet. Il est passé au milieu, il a réussi à amener une bonne stratégie. Il a même été éjecté, si tu as vu, au moment du restart. Il est en plus en l'air, donc tout est à refaire. Écoute, ça confirme ce que je disais lors du dernier débriefing. C'est un pilote qui est, je pense, sous-estimé, parce qu'effectivement, il est sympa et c'est tellement plaisant d'avoir un type comme ça, jovial et heureux d'être sur un podium, mais il a du talent. Ricciardo, il a du talent pour être champion du monde un jour, il faut être clair. Le jour où il a la machine, d'ailleurs, rappelez-vous, il a vraiment... manifester de l'opposition à tous les pilotes auxquels il a été opposé, y compris à Verstappen, qui est une nouvelle star. Ou Vettel, tout à fait. Non, c'est un super. Moi, écoute, je voulais aussi mettre à l'honneur Nico Hülkenberg. C'est vrai, avec ce Grand Prix un peu symbolique, 40 ans après. Oui, on se souvient tous des débuts de la Renault. Ce Yellow Teapot, la perfide Albion l'avait surnommé. Voilà, mais l'histoire a prouvé que ce pari, certes, était difficile au début, mais qu'il a été gagnant à la longue. Et personne n'a oublié cette glorieuse époque de Renault. Et Hülkenberg, il nous fait une 6e place magnifique, après une qualif aussi formidable. Écoute, c'est super. Là, vraiment, et il justifie pleinement le choix et le talent qu'on lui connaît. Alors, c'est encore un ton en dessous par rapport au Red Bull, pourtant on a le même moteur.
le moteur Renault, le châssis encore un petit peu en dedans. Et puis quel dommage pour Julian Palmer, là il est pour rien. Ah oui, là, privé même du départ de son Grand Prix national sur ces terres. Bon, on a compris que là, le pauvre il est accablé par la malchance, là il n'y est pour rien. Mais bon, on a compris que là aussi, je ne sais pas, on parle de remplacement même avant la fin de la saison. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais à la fin de la saison, je crois qu'on peut oser dire que oui, parce que Renault a absolument besoin d'un deuxième pilote de premier plan. C'est une évidence. Alors est-ce que là aussi, la piste Alonso, est-ce que la piste Kubica, puisque Kubica doit refaire des tests potentiellement. Alors pas en Hongrie, hein. On sait que il a pas Paul Ricard, non, oui, parce que dans le cadre d'un Grand Prix officiel, pour le moment, il n'a pas la super licence, il n'est pas pilote de remplacement, il n'est pas dans le créneau autorisé à participer à une séance officielle. En revanche, il doit y avoir encore une vraie mesure d'évaluation, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que, puisque tu l'évoques, on peut peut-être en faire une petite parenthèse. Kubica reviendrait en Formule 1. Bon. J'ai tendance à te dire, Jean-Luc, comme ça spontanément, bon, au niveau de l'histoire, de la médiatisation, c'est imparable. C'est vraiment une nouvelle sensationnelle et un retour extraordinaire. Maintenant, est-ce que ça te semble réaliste quand même ? Écoute, le pauvre, bon, et tout le monde a la pudeur de ne pas vraiment montrer à quel point il est handicapé du bras droit. Il pilote d'une main, hein, soyons clairs. La main droite et le bras droit sont tellement atrophiés après cet horrible accident de rallye que ça démontre de sa part une volonté, un talent effectivement absolument incroyable. Maintenant, écoute, il a enchaîné les tours avec certes des machines un petit peu anciennes, mais la demande physique était la même. Je pense que s'il y a un vrai test d'évaluation pour lui en condition avec une monoplace plus récente, après, il paraît qu'il est plus rapide que Sirotkin, le troisième pilote russe de l'équipe. Oui. Alors voilà, il doit pas être très loin de Julian Palmer, si on comprend bien entre les lignes, avec un bras. Donc c'est extraordinaire. Alors au-delà de la belle histoire, parce qu'évidemment, il faut le dire, mais on va attendre qu'elle se réalise, c'est vrai que ce serait formidable. Et puis, quel talent pour ce pilote, le destin. Oui, c'est vrai que ce serait émouvant dans tous les sens du terme. Bon, donc toi, tu penses que si c'est possible, si ça peut se faire, il faut le faire pour Renault. Ah oui. Écoute, de toute manière, encore une fois, la piste Alonso, je pense, n'est pas éteinte. Hein, c'est sur lui qu'on compte, c'est clair, puisque Alonso, même si McLaren a publié, enfin même pas un semi-communiqué en disant « Oui, on pense qu'il va rester en Formule 1 », oui, mais on ne dit pas où. Là, c'est clair que pour le moment, avec encore un problème mécanique pour ce pauvre Alonso, qui termine toujours pas, alors Stoffel Van Dorn fait un très beau prix. Donc, on peut se dire que oui, il va être tenté Alonso par une autre aventure, et l'aventure Renault, pour lui, elle est logique. À mon avis, le premier choix, c'est Alonso, pour être clair, dans les papiers de Renault, mais peut-être que le deuxième, c'est Kubica, maintenant on va savoir. Oui, c'est ça. On est bavard aujourd'hui, mais j'espère que ça ne vous embête pas, parce que j'ai encore au moins trois questions à poser à Jean-Luc. Je vais faire bref, je vous promets, je vais faire Non, mais c'est moi qui te relance à chaque fois, donc voilà, c'est une faute commune, mais nous l'assumons. Alors, je voulais te parler de Ocon, voilà, qui a devancé à la régulière Sergio Pérez. Là, il n'y a rien à dire, ça y est, un des objectifs que nous avions gentiment fixé à Esteban, il l'a parfaitement rempli. Alors écoute, c'est arrivé en course parce que effectivement en qualif, il n'en a pas manqué beaucoup. Hein. Il était à un gros dixième ou deux petits dixièmes si tu veux. Bon, on sent que ça va venir. Et il l'avait devancé en essai libre, bon c'était possible. Et puis là, il prend un départ canon, il se retrouve 5e à un moment. Donc c'est génial. Après, bon, il rentre un petit peu dans le rang. On a vu qu'à un moment, il y avait le point dur, parce que quand il était cerné lui-même, Esteban, il butait sur un pilote qu'il n'arrivait pas à passer. Magnussen, je crois. Magnussen, exactement. Et pourtant, on se disait, mais normalement, il a le potentiel pour le faire. Mais c'est la preuve aussi quand on est déventé, quand Sissi. Et on voyait bien que Pérez derrière faisait la pression. Et puis après, il y a eu les pilotes les plus rapides, Bottas qui sont arrivés au milieu, et c'était compliqué. Non, Ocon extrêmement solide, comme d'habitude, vraiment mûr, professionnel, talentueux, zéro faute, enfin vraiment il tire le meilleur, et puis là, comme tu le dis, il devance Pérez, c'est le défi, le challenge que gentiment, amicalement, on l'avait lancé, il l'a fait. Voilà. Donc maintenant, il faut le faire régulièrement, il ça. faut le faire en qualif, et il le sait bien, Esteban, et probablement que la deuxième moitié de la saison va être plus pénible encore pour Sergio Pérez. Voilà. Et alors, on les a pas arrêtés, pardon. Juste la petite précision, on a arrêté du coup Esteban le premier, on l'a arrêté au 20e tour pour lui monter les softs, parti en super soft, et on a arrêté Pérez au 23e aussi, comme ça on a mis un tout petit peu d'air également. Bon. Je voulais te poser une question sur les pilotes Toro Rosso. Ils n'avaient même pas besoin éventuellement de s'accrocher en piste pour déjà que je te pose une question, parce que dans les coulisses, il y a des déclarations un peu aigre-douce de tous les côtés. On se demande où ça va aller cette histoire. Et en plus, ils s'accrochent au premier tour. Comment tu analyses cette situation chez Toro Rosso ? Écoute, il va falloir remettre de l'ordre dans la maison. Là, c'est clair que il va falloir peut-être faire des choix. On disait avant le Grand Prix que Daniil Kvyat attendait de savoir de quoi son avenir allait être fait.
Bon, là, il est quand même fautif. Hein. On l'avait compris tout de suite, même sans revoir 12 fois les images, que c'était quand même lui qui avait une énorme part de responsabilité. D'autant que Carlos Sainz prend bien soin de s'écarter de la trajectoire et lui laisser l'intérieur. Non, l'autre, il est en perdition, il a la pression. Là, il fait la boulette qu'il ne faut pas faire en éliminant les deux voitures. À mon avis, ça y est, son sort est scellé. Donc, écoute, je vais oser. Il y a un certain Pierre Gasly, si tu vois ce que je veux dire. Qui en plus fait une super pige ce week-end. C'est la formule électrique, on relativise. Le fait est qu'il arrive dans la discipline, il fait 2 top 5, 7 et 5 ou 4, et il devance Nicolas Prost, son coéquipier. Super pilote, super pilote, Pierre. Évidemment, il a le talent, il a tout le potentiel. Bon, là, c'est un petit peu difficile en Super Formula au Japon pour le moment, mais bon, ça va le faire. Et ben là, ce serait génial qu'il prenne la place de Gviat. Voilà, j'y vais carrément, puisqu'on sait que Carlos Sainz, ils veulent le garder. Là aussi, il avait des velléités de. C'est vrai qu'au bout de 4 ans, on imagine qu'il a envie de changer un peu. Oui, mais ça bouchonne en haut. Tu vas virer qui, toi, Ricardo ou Verstappen? Tu peux pas. Quand tu es à la place de Christian Horner, tu gardes tout le monde. Ou alors Raikkonen ne reste pas et c'est Verstappen qui le remplace chez Ferrari. Vous savez, tous les scénarios ont été imaginés. Mais attends, ils ont bien dit chez Red Bull que Verstappen, il le gardait au chaud pour le moment, qu'il avait un contrat et qu'ils avaient financé toute sa montée, ils n'allaient pas le lâcher maintenant. Ce qui est logique, c'est le cas de Carlos Sainz. Bon, le problème, c'est que Red Bull a déjà 2 écuries quelque part, ils ne vont pas en avoir 3 non plus. Donc c'est bon. Bon, allez, ma dernière question, parce que je crois qu'il faut quand même conclure. Elle aurait pu être pour Massa, qui symbolise un petit point pour Williams, mais c'est décevant, je trouve, pour Williams, alors qu'il y avait une sorte de festivité qui avait été organisée aussi pour Williams. Bon, ça n'a pas été terrible. Ils sont partis de loin, 14 écarts sur la grille. C'est ça. La série de Stroll s'arrête aussi, il n'est pas dans les points. Non, la question que je voulais te poser, c'est pour Sauber, dont on parle peu, mais je rigole, on va dire ça comme ça, toujours de manière un petit peu cynique, en les voyant s'accrocher. Mais en fait, on n'en parle pas, mais là aussi, l'ambiance chez Sauber, ça n'a pas l'air d'être terrible. Hein. Alors, tu sais qu'il y en a un qui va mettre de l'ordre dans la maison, il s'appelle Frédéric Vasseur, puisque ça y est, c'est officialisé. D'ailleurs, normalement, il prend son poste aujourd'hui, et avec des fonctions élargies. C'est bien ce qu'il voulait. Il est également directeur général de l'équipe. Il est le vrai remplaçant de Monisha Kaltenborn dans ses fonctions, j'allais dire, administratives, de patron de l'ensemble de l'équipe et opérationnel. Il est le team manager. Donc là, il a toutes les clés. Donc, on peut faire confiance absolument à Fred Vasseur pour mettre de l'ordre dans la maison. Là aussi, je pense que finalement, Ericsson, bon, on lui tape sur la tête, mais il n'est pas si mauvais que ça. Non. Regarde, en qualif, il est tout près de Verlaine, là aussi. Hein. Rends-toi compte, il a 40 millième de Verlaine. Alors, c'est vrai que c'est un peu inégal. Il y a des fois, il est un peu meilleur, un petit peu moins bon. Bon, le meilleur, c'est quand même Verlaine. Hein, je crois que tout le monde sera d'accord. Ericsson, c'est un peu laborieux. Il a mis des années avant de monter dans les formules de promotion qu'on a diffusées même sur notre antenne. Il n'a jamais crevé l'écran. On est d'accord. Mais je suis désolé, Verlaine, on sent une mentalité qui est pas sympa non plus, et Ericsson se fait avoir aussi. Donc on va voir le choix potentiel, évidemment. C'est quand même une écurie de Formule 1, même si pour le moment elle ferme un petit peu la grille, mais bon, il en faut bien une là aussi. On peut faire confiance. Alors aussi, il n'y aura pas de révolution à mon avis dans les semaines qui viennent, ou alors il y a un effet magique de la part de Fred Vasseur. Attendons déjà le choix des pilotes 2018 et puis l'option moteur, parce qu'on parle toujours du contrat Honda qui serait toujours vivant. Oui, mais dont on a dit qu'il aurait été aussi peut-être annulé. Hein. Et oui, parce qu'il avait été signé avec Monisha Kaltenborn. On parle même éventuellement d'un rachat de l'écurie par Honda. C'est un bruit qui court. Est-ce que les Japonais vont aller jusque-là? Je ne sais pas. Ou bien est-ce qu'on va essayer d'avoir un moteur Mercedes, évidemment, qui est le moteur du moment. C'est le moteur qu'il faut avoir. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est clair. Alors, on peut imaginer aussi que Fred Vasseur a conservé toujours de très bons liens avec Renault à plusieurs niveaux. Mais on ne s'est pas quitté fâché. Est-ce qu'un moteur Renault motoriserait Sauber? Va savoir. Avec aussi un apport de pilote. Tu me vois venir, là aussi. On peut tout imaginer. Hein. Est-ce qu'un Gasly pourrait trouver refuge? J'en sais rien, moi. Là, tout est ouvert. Là, celui qui veut savoir... Vraiment, là, il est très fort. Même dans le cerveau de Fred Vasseur, pour le moment, ça doit un petit peu se bousculer. Voilà. Bon, allez, on s'arrête là. Hein, vous nous en voulez pas. Bravo déjà d'avoir tenu bon, mais c'est bien parce que c'était intéressant et puis parce qu'on voulait aborder tous les thèmes, finalement, toutes les équipes, tous les pilotes, et il y avait des choses à dire. C'est pas terminé la saison, je dirais la première demi-saison F1, puisqu'on se retrouve après le Grand Prix de Hongrie pour un débriefing. Voilà, ça sera le mardi d'après la Hongrie. Parce que je serai mobilisé sur le WRC, tu me laisses le temps de rentrer, et on fait ça le mardi d'après le Grand Prix de Hongrie. Ce sera le dernier débriefing, vous pourrez en profiter pendant toutes les vacances du mois d'août. Voilà. Ça roule. Merci Jean-Luc. Merci Merci à vous, à très bientôt donc. Salut. Salut à tous.